de notre point de vue, en tant que cabinet spécialisé en innovation dans la formation, on constate trois changements majeurs qui poussent les organismes de formation à réinventer leur modèle, à repenser leur dispositif. Le premier, il vient du grand public. La culture digitale qui, jusqu'à présent, on va dire jusqu'à la fin des années 2000, était plutôt impulsée par l'usage que l'on pouvait trouver dans les organisations, eh bien cette culture digitale, avec le Web 2.0, finalement, elle vient du grand public. C'est eux qui nous poussent, par les usages qu'ils font de ces nouvelles technologies, à consommer de la formation différemment. Il est donc assez intéressant de noter que pour une des premières fois, ce sont les usages grand public des technologies numériques qui poussent les organisations à penser leur formation de façon différente. Deuxième point essentiel, c'est que on parle aujourd'hui de transition numérique pour les organisations, pour les administrations. La dématérialisation des processus au sein des organisations est très forte, très puissante. Et donc là aussi, quand le travail change, quand les outils de travail et de production évoluent et utilisent de plus en plus le numérique et ses nouveaux terminaux, smartphones, tablettes, nous sommes contraints ou poussés au changement. Troisième élément important, la réforme de la formation professionnelle. Vous le savez, le premier décret d'application est consacré à la formation ouverte et à distance, ce qui prouve l'importance que attache le gouvernement à ces modifications de fonctionnement des règles qui régissent la formation professionnelle. Et je vous invite à consulter la fiche mémo numéro 7 de Vive Actu de février 2015 qui détaille finalement les changements majeurs liés à la formation ouverte et à distance et la façon de la piloter, la suivre et l'imputer bien sûr sur les budgets. Ça ouvre plus de champs de possibles et donc ça va pousser à créer de nouveaux dispositifs. Voilà, ce sont les trois changements fondamentaux qui nous poussent à repenser les modèles pédagogiques. Alors, pour cela, on fait appel à des compétences ou à des métiers nouveaux. On a choisi ici, pour aller droit à l'essentiel, de citer quelques métiers nouveaux, ou des appellations un petit peu nouvelles, généralement dans un projet de formation multimodale. Alors, ils sont tous plus ou moins sophistiqués, donc on a essayé de prendre le champ le plus large. Après, toutes les modalités et toutes les compétences ne sont pas nécessairement utiles dans les projets que sont les vôtres, mais au moins vous aurez une vision un peu globale de ce dont il est nécessaire d'avoir besoin pour mettre en œuvre ces ressources. Alors le premier, c'est le concepteur ou designer pédagogique, appelé aussi concepteur médiatique. On le précise ici parce que on s'aperçoit que dans ces projets-là, le concepteur n'est pas forcément le formateur ou l'animateur. Donc c'est important d'avoir cette notion-là bien en tête. Deuxièmement, le formateur et animateur de classe virtuelle synchrone. Donc là aussi, c'est une compétence nouvelle, même si ce n'est pas forcément une autre personne qui va s'en charger. Le e-tuteur ou animateur de communauté d'apprentissage, il y a une vraie évolution de ce rôle. Le responsable de centre de formation virtuelle ou d'espace numérique de travail ou d'espace numérique de formation, selon les appellations. Et puis, il peut y avoir, selon le degré de sophistication des ressources que vous allez bâtir, le recours à des équipes un peu techniques avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de travailler, des graphistes, des infographistes, développeurs informatiques, gestionnaires de plateformes informatiques, bref, arriver à travailler avec ces profils-là. Alors, rentrer sur la partie un peu plus outils, qui est nécessaire de découvrir pour passer à de la formation multimodale. Généralement, pour faire des dispositifs multimodaux, vous avez la possibilité d'utiliser les ressources qui sont ici résumées. Premièrement, de créer des contenus qui vous sont propres. Si c'est nécessaire, si le thème que vous traitez est vraiment spécifique, il faut passer à du sur-mesure. Deuxièmement, c'est des contenus sur étagère. Il y a un certain nombre d'éditeurs sur le marché qui vous proposent, moyennant tarif, bien souvent, voire gratuit pour quelques fois peut-être, en tout cas pour des nombres raisonnables, d'accéder à des contenus dits sur étagère, des contenus standards. Troisièmement, vous avez aussi un certain nombre de contenus libres sur le marché qui vous sont proposés et auxquels vous pouvez accéder.
Et puis, le point aussi important, c'est de pouvoir utiliser des plateformes synchrones ou asynchrones pour distribuer ces ressources pédagogiques. Et puis, la cinquième dimension, c'est celle qui lui permet d'utiliser les fonctionnalités collaboratives et sociales telles que nous les proposent aujourd'hui les solutions du Web 2.0. Voilà ce dont vous allez avoir besoin en matière de ressources. Et on va rentrer un peu dans le détail pour voir ce que vous propose le marché aujourd'hui et vous donner une petite cartographie de ce que l'on peut trouver. Un petit point assez simple, mais qu'il faut avoir en tête à partir du moment où vous allez créer de la ressource en sur-mesure, c'est que cette ressource-là, à partir d'aujourd'hui, il faut penser à pouvoir la distribuer dans des environnements et dans des formats multiples. Donc, vous n'allez plus penser la formalisation de ressources pour être distribuée à l'apprenant dans sa salle de cours, mais vous allez penser la ressource que je vais formaliser, est-ce qu'elle peut être utilisée en salle, à distance, et si c'est à distance, est-ce qu'elle peut être utilisée en live, en synchrone ou en asynchrone? Et si c'est un asynchrone, quel est le degré de sophistication du scénario que je propose? Et si c'est en asynchrone, sur quel support, sur quels terminaux je vais pouvoir diffuser cette ressource? Est-ce que ça sera du smartphone? Est-ce que ça sera du PC? Est-ce que ça sera de la tablette? Bien entendu, la réponse aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux penser pour les trois. Voilà, mais avoir ce schéma en scène ou en tête, de se dire la ressource sur laquelle j'investis, la ressource sur laquelle je vais formaliser, il faut qu'elle me serve à différentes choses, à différents moments dans mes dispositifs de formation. Et lui, il a essayé de simplifier le modèle du processus d'apprentissage avec un certain nombre de paramètres pour qu'un apprentissage se fasse. Et en préambule, lui, il dit attention, le rôle d'un enseignant, le rôle d'un formateur n'est pas de transmettre un savoir, puisqu'il considère que, en citant Michel Serres, pour ceux qui connaissent, que tout est déjà transmis. Tout est déjà sur le web, sur Wikipédia, dans des cours en ligne, dans des choses qui sont récupérables d'une simple requête dans Google. Tout est transmis. Alors si tout est transmis, quel est le rôle du formateur ou de l'enseignant? Et lui, il dit, le rôle d'un enseignant est de mettre l'apprenant, ou de donner à l'apprenant des occasions où il va pouvoir apprendre. Et ça veut dire pas seulement lui raconter des histoires pendant 3 heures en salle, en présentiel. Raconter des histoires en salle en présentiel, c'est ce qui met dans la case information. Les informations, donc ça peut être ça, mais ça peut aussi être une vidéo à regarder, ça peut être un texte à lire, ça peut être un bouquin, ça peut être un témoignage, ça peut être une recherche à faire sur Internet, une page Wikipédia. Ça, c'est de l'information. C'est le point d'entrée pour qu'un apprentissage se réalise, pour passer de l'information à la connaissance et de la connaissance au savoir. On va le dire comme ça. Mais pour effectuer ces étapes, il considère qu'il faut des activités visant à prendre les infos, à les malaxer, à les traiter, à les retraiter, à en tirer quelque chose de pertinent. Et puis en bout de ligne, au bout du processus, il parle des productions. Pas forcément au sens d'un devoir à rendre ou d'une évaluation de fin de formation, mais plutôt montre-moi ce que tu sais faire. Et il fait l'analogie avec les compagnons du devoir qui font leur tour de France de compagnonnage et qui à la fin doivent produire leur chef d'œuvre, qui est une situation apprenante, mais qui permet aussi de montrer ce qu'ils savent faire. Donc là, on a un processus, des informations en input, des activités pour processer et des productions en output. Produit d'entrée, produit de sortie. Et pour alimenter le modèle, il faut de la motivation. Alors la motivation des apprenants, je ne rentre pas dans le détail, il y a des tas et des tas de théories que vous trouverez très facilement d'une simple requête Google si ça vous intéresse. Et puis, il y a l'interaction. Il estime qu'il est très important d'avoir une interaction entre les apprenants, entre l'apprenant et l'intervenant, qu'on se confronte, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on travaille en équipe, qu'on mette en commun ce qu'on connaît pas, etc. Et c'est pas facile de médiatiser, de scénariser des activités, de l'interaction et de la production à distance. En tout cas, hier, c'était pas facile. Parce que, de tout temps, à chaque fois qu'il y a eu une évolution technique, on s'en est servi pour essayer d'améliorer la façon dont on réalisait les apprentissages.
Je passe rapidement sur l'invention de l'écriture, sur l'invention du livre, sur l'invention de l'imprimerie. Mais plus récemment, les premiers cours par correspondance, c'est la même année que l'invention du timbre-poste, à la fin des années 1800. Avec l'invention de la télé, on a eu très vite l'invention de la télé pédagogique. On a eu la même chose avec la radio, on a eu la même chose avec la vidéo partagée en ligne. Puis dans les années 90, on a eu le e-learning. On s'est dit, tiens, on va pouvoir mettre le savoir en boîte, on va pouvoir donner facilement de l'information à des apprenants. Et puis finalement, c'est un peu mieux le e-learning, hein, mais la plupart des e-learning, c'est je lis, je clique, je lis, je clique, je lis, je réponds à un quiz, je lis, je mets des cases dans le bon ordre. Donc là, pour moi, on a bien de l'info, on a bien des activités, mais il y a encore un peu de boulot. Et aujourd'hui, beaucoup de dispositifs à distance, beaucoup même de MOOC, hein, hyper sophistiqués et tout ce que vous voulez, mais si on regarde bien, ce n'est qu'un gros tas d'informations, et pas vraiment séquencées. Mon point de vue, c'est que les médias sociaux permettent de scénariser et de médiatiser des activités de l'interaction et de la production, et peut-être de participer à la motivation des apprenants. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir, donc je me sers un petit peu de ce socle théorique pour pouvoir vous parler de médias sociaux. Alors quelques chiffres rapidement quand même pour rappeler ce que c'est qu'aujourd'hui que le monde du smartphone. Je vais parler de smartphone, hein, mais le mobile c'est aussi les tablettes. Mais bon, on va surtout se concentrer sur le smartphone. Faut savoir que déjà avant la fin de cette année, c'est 2 milliards d'humains qui sont équipés d'un smartphone, c'est quand même énorme, ça fait un tiers de l'humanité. Et surtout c'est arrivé très vite. Une étude du MIT qui a montré que le téléphone lui avait mis 45 ans pour arriver à 50% de taux d'équipement et le smartphone lui l'a mis que 5 ans. Donc c'est extrêmement, c'est un véritable raz-de-marée qui a pris court d'ailleurs pratiquement toutes les industries et notamment l'industrie de la formation digitale qui est construite sur le web. Et c'est un outil intéressant et nouveau pour la formation qu'il faut vraiment considérer parce que tout simplement c'est très addictif, les gens adorent le smartphone, parce que c'est offline, parce que c'est pratique, parce qu'on peut l'utiliser quand on veut, quand on en a besoin, parce que c'est aussi plus simple globalement à utiliser qu'un ordinateur. Du coup on va avoir un dispositif où on obtient une très bonne satisfaction de ces stagiaires, parce que c'est aussi un dispositif avec des activités ludiques, c'est très interactif, c'est social aussi, le mobile sert quand même à connecter les gens, faut pas l'oublier. Et on a un impact important en termes d'efficacité pédagogique parce qu'on peut travailler dans la durée sur les différentes phases de la formation. C'est là l'aspect intéressant du mobile, c'est ce travail dans la durée sur ces 3 phases de formation. On a quelques exemples d'écrans d'une application mobile, un exemple de petites pages, par exemple, on a des vidéos qu'on peut agrandir, on tourne son mobile et on la voit complètement, comme quand vous êtes sur YouTube par exemple. On peut avoir des jeux type texte à trous, nous par exemple on a fait des petits jeux où les mots sont portés par des fusées, il faut vite les attraper, et puis on est en temps limité, on a des feuilles de réussite, donc on crée un peu de tension dans le jeu qui apporte un aspect ludique. Un principe qui vont un peu venir en synthèse des particularités du mobile learning quand même par rapport notamment au e-learning, parce qu'on voit aussi beaucoup d'acteurs e-learning arriver sur le mobile en disant voilà c'est du mobile, mais en fait c'est surtout du learning sur mobile et c'est pas pareil que du mobile learning. Alors parce qu'il y a des caractéristiques très importantes du mobile que je résume ici en 5 principes. C'est que déjà en mobile learning on pense moins en termes de durée de contenu à concevoir, mais plutôt en termes d'utilisation. C'est-à-dire quelle activité pédagogique on va faire à quel moment. Par rappel, on travaille dans la durée. Donc on va pas se dire juste tiens on va offrir une demi-heure ou 1 heure par exemple de formation digitale. On va plutôt offrir des activités, des outils qui vont pouvoir se faire pendant la formation, avant, après la formation, ensuite sur le terrain, et dont on ne sait pas encore exactement combien de temps elles vont durer. Sont des activités à disposition des apprenants et qui vont participer à leur apprentissage. On a par exemple dans notre plateforme, on a aussi des activités qui sont entre apprenants ou entre coach et un apprenant par exemple. Ça peut être des activités sociales. Donc on donne moins en termes de contenu mais beaucoup plus en termes d'activité, c'est-à-dire d'utilisation et de pertinence de l'utilisation à un moment donné. Ensuite un deuxième principe, c'est on retient mieux l'information quand on l'utilise. C'est évident, c'est sûr, rien que de le dire, mais c'est là que le smartphone apporte une nouveauté
qui a jamais existé, j'allais dire en termes digital dans l'histoire de l'humanité. C'est que comme on l'a toujours sur soi, c'est quand même bien la première fois depuis plusieurs siècles qu'on a un ordinateur sur soi tous les jours, capable d'être multimédia, capable de communiquer, beaucoup plus puissant que ce qu'on avait il y a 20 ans quand la micro est arrivée, la micro informatique est arrivée. Enfin, je dis 20 ans, je suis gentil, c'est un peu plus que ça, c'est en 1980. Eh bien, on va pouvoir faire travailler en cette durée sur les phases d'ancrage, les phases d'apprentissage, on l'a vu, les phases de support. Donc, on va pouvoir beaucoup plus utiliser cette information et l'intégrer dans ses comportements. Un troisième principe, on retient mieux une idée si elle est exposée petit à petit. Oui, et ça en mobile learning, c'est de toute façon indispensable et important. Et je le disais, les idées qu'on veut faire passer, on va imaginer quelles sont les activités pédagogiques qu'on va mettre en place. On va essayer de les varier. On va en faire des activités très très courtes. Pourquoi ? Parce que quand on sort son smartphone avec la motivation d'apprendre, on a besoin que l'activité soit courte, sinon on perd rapidement cette motivation. On a besoin que ce soit varié. Si c'est toujours la même chose aussi, on s'ennuie. En fait, là, on a une exigence sur le smartphone quand même, mais on l'avait aussi sur ordinateur. C'est pour ça que d'ailleurs les dispositifs e-learning ne marchent pas toujours, parce qu'ils sont un petit peu des fois rébarbatifs. Là, sur le smartphone, on n'a pas le choix. Il faut faire rapide, il faut faire court. Donc, on va plutôt travailler, encore une fois, dans la fréquence, dans l'assiduité, dans la durée. On va dire, il vaut mieux que vous travaillez 10 minutes par jour sur du digital que de tout faire en 2 heures. Vous apprendrez beaucoup mieux. C'est un petit peu là ce que je viens de dire, c'est le quatrième principe. Acquérir une habitude, ça prend du temps.